Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, l'Union européenne réagit à l'affaire Boubacar Seye. L'organisme européen se lave à grande eau et récuse les chiffres avancés par le président de Horizon sans frontières. Immersion dans l'univers des cars multicolores qui sillonnent la capitale sénégalaise. Daouda Diaw, chauffeur de car rapide, nous y introduit. Rallier son domicile avant le couvre-feu à la une de l'article de la semaine, difficile selon notre confrère de l'Observateur, Ablaye Gadiagassa. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les autorités sénégalaises ont vu Diary Sow et lui ont parlé. Sa maman en a été informée. La jeune sénégalaise portée disparue depuis le 4 janvier était activement recherchée par les autorités du Sénégal et celles de la France où elle était en classe préparatoire au lycée Louis le Grand. Affaire Boubacar Seye, l'Union européenne refute les allégations du président de Horizon sans frontières. L'organisme européen invite même ce dernier à fournir les preuves. Voici le récit du document paru dans le quotidien Omar Khan. L'Union européenne enfonce le président de Horizon sans frontières. L'organisation précise avoir financé au Sénégal 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards de francs CFA depuis 2016, grâce au fonds fiduciaire d'urgence. L'information émane d'un document parcouru par le quotidien, document qui précise que tous les projets de l'Union européenne, y compris ceux du fonds fiduciaire d'urgence, font l'objet de procédures de vérification des actions et des dépenses au cours de la mise en œuvre, ainsi que des audits et des évaluations en fin de projet. Afin de s'assurer des résultats pour les bénéficiaires ciblés, l'Union européenne souligne avoir mis en place un suivi de proximité et évalue les activités menées, notamment avec la mise en place d'un système de suivi et d'apprentissage qui vise à mesurer les résultats et l'impact des projets. L'Union européenne demande ainsi à Boubacar Seye de sortir ses preuves que les 118 milliards ont été utilisés à des fins personnelles. Parce que, dit-elle, ce dernier affirme que les 118 milliards de l'Union européenne destinés à la lutte contre l'immigration irrégulière ont été utilisés à des fins personnelles, donc détournés. Touba, saisie de 15 tonnes de produits impropres à la consommation, saisie évaluée à 7 millions de francs CFA. Selon le commandant de la brigade spéciale de la cité religieuse, Alassane Salam Keita invite les populations de Touba à mieux collaborer avec son service afin de stopper ces produits source de nombreuses maladies. Correspondance à Touba, Gorondaglo et Tiernofaï. 15 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies et incinérées par les éléments de la brigade spéciale des services d'hygiène de Touba. Selon le commandant de la brigade spéciale des soldats de l'hygiène, cette saisie est estimée à une valeur de 7 millions de francs CFA. Nous avons à peu près 15 tonnes de produits que nous sommes en train d'incinérer aujourd'hui pour une valeur avoisinant les 7 millions. Et donc c'est une quantité importante. Et je pense que c'est une activité qui est très très importante dont nous procédons en présence des autorités, et les autorités administratives, et les autorités sanitaires et la mairie également, les autorités locales, pour qu'on puisse vraiment procéder à cette activité et éliminer convenablement ces produits que nous avons saisis. Ainsi, le commandant Keita d'annoncer que les amendes forfaitaires annuelles encaissées s'élèvent à plus de 3 millions de nos francs. S'il y a des saisies également, il y a toujours des amendes forfaitaires à l'endroit de ces saisies, mais les amendes forfaitaires, c'est en fonction effectivement des saisies et d'autres activités que nous menons sur le terrain. Mais il faut comprendre que les amendes forfaitaires par rapport aux différents produits saisis lors des différents événements s'élèvent, si on peut dire, à cette année à un peu plus de 3 millions. Et c'est important, donc c'est dire qu'il y a des actes qui sont en train d'être menés par les agents.
À cet effet, le commandant de la brigade spéciale des services d'hygiène de Touba invite la population à mieux collaborer pour faire face aux produits impropres à la consommation. Il y a quand même un changement de comportement. Il y en a quand même qui dénoncent, mais il y a d'autres également qui ne dénoncent pas du tout. Et je pense que nous voulons que tout le monde puisse en tout cas dénoncer ces genres de situations-là. Parce que lors des grands événements, il y a toujours des gens qui essaient de dissimuler ces genres de produits pour essayer de les vendre à des prix très vils, se faire de l'argent. Mais en se faisant de l'argent, ils créent d'autres difficultés au sein de cette population. Donc il n'y a que la population qui peut vraiment collaborer. Il y a certes une collaboration, mais nous demandons vraiment à plus de collaboration pour pouvoir mener à bien ces activités-là. Essayer donc vraiment de protéger davantage la population par rapport aux effets. À Touba, les éléments des services d'hygiène multiplient les opérations de contrôle pour veiller au respect des normes alimentaires. Et retour à Dakar, l'UCG ramasse chaque jour plus de 2900 tonnes de déchets solides dans la capitale sénégalaise. Malgré un personnel insuffisant, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides dégage des perspectives en 2021 pour répondre à la préoccupation des Sénégalais. Voici le coordinateur de Dakar 1, Blondin Abdoulba, interrogé par Hassan Top. Si vous regardez bien, on avait démarré une collecte nocturne donc depuis le 25 octobre. Donc ça existait déjà au niveau du plateau et une partie de la Médina, mais on l'avait généralisé un peu au niveau de la région de Dakar avec des circuits spécifiques qu'on avait dédiés à la collecte nocturne. Donc plus de 60 véhicules qui tournaient chaque nuit. Donc avec le couvre-feu, c'est vrai que les populations ne peuvent pas sortir, donc on était obligé donc de revoir l'heure de collecte donc entre 14h, 15h et même dans certaines zones nous l'avons ramené au matin. Donc mais quand même pour l'activité de balayage, nous n'y avons pas touché parce que c'est vrai qu'avec le couvre-feu c'est encore beaucoup plus facile pour nous. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien. Donc c'est plus facile aussi de balayer. Par rapport aux ambitions de l'UCG, non. Donc nous tournons autour peut-être de 3000 personnes, mais c'est quand même insuffisant pour gérer tout le Sénégal. Il n'y a pas de blocage. C'est vrai qu'il reste encore des stratégies à développer. Il y a un triage qui se fait d'abord par même les agents de collecte parfois, mais aussi au niveau de la décharge. Si je prends l'exemple de Mbebes, il y a quand même plus de 2000 récupérateurs qui sont là et qui c'est leur gagne-pain quotidien. Donc, mais quand même l'UCG travaille sur des filières de valorisation des déchets. Donc avec la mise en place d'autres infrastructures au niveau du Sénégal. Donc en moyenne sur la région de Dakar, nous tournons autour de 300 véhicules par jour pour une collecte en moyenne de 2900 tonnes par jour. Blondin Abdoulba était donc l'invité de e-transport Yonodiam ce matin sur e-radio. Autre chose, l'utilisation des produits pour prendre du poids fait ravage chez les femmes. Pour elles, tous les moyens sont bons pour avoir une taille de guêpe, des produits qui laissent à désirer vu les problèmes sanitaires que cela peut causer. Un reportage de Aïssa Toukana. Les Sénégalais portent une importance particulière au physique. Avoir une taille de guêpe ou encore des formes généreuses, c'est le désir de beaucoup de femmes. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. Suppositoires, gélules, sirop ou comprimés. Nombre de produits qui inondent le marché. Nous sommes à Liberté 1 Dieuppeul, à la foire de vente de produits locaux et aphrodisiaques. On retrouve tout type de produits selon cette vendeuse. En ce moment, nous avons le fenugrec et l'ACPI pour les secrets de femmes, en plus de la feuille de djeka et kenzilia pour grossir les hanches. Quand elles prennent cela, elles mangent et dorment beaucoup pour booster l'organisme. Les clients sont de différentes tranches d'âge. Ce sont les célibataires et les femmes qui vont en nuit de noces qui achètent. Surtout celles qui sont âgées de 18 à 30 ans. Cependant, le choix est porté sur des produits bio au détriment des gélules qu'elles considèrent dangereuses. Toute personne qui vient acheter, je le suggère ACPI et fenugrec, car même les diabétiques peuvent le boire. Quand on demande d'autres produits, je refuse. Comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas prendre le risque. Nombreuses sont les femmes qui achètent des produits pour prendre du poids. Ceci à leur risque et péril. En ingurgitant ces produits, elles peuvent dégrader leur santé.
malheureusement en connaissance de cause pour la plupart. Aïssatou Kane, pendant ce temps, les religieux sonnent la mobilisation à Rufisque pour stopper la progression de la pandémie avec la multiplication des cas dans la ville. Le khalife de la famille d'El Hadj Ibrahima Sakho a pris la parole pour rappeler les populations le respect des mesures barrières. Il a entamé une vaste campagne dans les mosquées. Babacar Seck. L'augmentation des cas issus de la transmission communautaire à Rufisque inquiète les chefs religieux de la ville. Entouré des dignitaires et des délégués de quartier, le khalife de la famille d'El Hadj Ibrahima Sakho a lancé un appel de sensibilisation à la population. Le khalife l'a bien dit, il est natif de Rufisque, parce qu'il est né à Rufisque. Ses arrière-parents sont de Rufisque. C'est le khalife de Rufisque. C'est le khalife de Nguékhokh. C'est le khalife de Ngaparou. C'est le khalife de Diamniadio. Donc, il ne peut être insensible de cette situation. C'est pourquoi il lance un appel à toute la population rufisquoise que puisse prendre les dispositions, se protéger, prier, prendre les dispositions pour éradiquer une bonne fois pour toutes ce fléau qui nous préoccupe tous. Parler à la population pour qu'ensemble qu'on puisse sensibiliser les populations pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières comme l'a demandé le ministre de la Santé, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur et le président de la République pour protéger les populations. El Hadj Habib Sakho a rappelé que la maladie n'épargne personne. Il appelle les populations à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. Le khalife l'a dit, cette maladie n'épargne personne, que ce soit un imam, que ce soit un notable, même le chef de l'État. Personne n'est épargné, que ce soit le prêtre. Cette maladie n'épargne personne, que ce soit au niveau des églises, que les croyants sachent que le bon Dieu, ce qu'il nous demande, non seulement c'est de prier, c'est d'avoir le cœur, mais c'est de surtout écouter les experts qui nous donnent des consignes. Les médecins, c'est des gens, c'est des experts, c'est des agents assermentés qui maîtrisent leur domaine. S'ils nous donnent des consignes, on n'a qu'à les respecter. Cette déclaration d'El Hadj Habib Sakho est le point de départ d'une grande campagne de sensibilisation dans les lieux de culte et même au-delà. Et pour le bulletin santé du jour, aujourd'hui, il y a 250 nouvelles contaminations sur 2389 tests, 8 décès enregistrés, 47 cas graves en réanimation et 196 patients guéris. Ça peut paraître être une bonne nouvelle. Une équipe de chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal croit avoir trouvé une arme efficace contre la COVID-19, la colchicine, comprimé oral déjà connu et utilisé pour d'autres maladies. Pour le docteur Jean-Claude Tardif, il a dirigé l'étude. C'est une découverte scientifique majeure. Et la colchicine est le premier médicament oral efficace pour traiter les patients non hospitalisés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Célibataire, marie-toi, tu dois réussir comme tous les autres. Entre autres mots émanant de la société, une pression à la jeune génération, notamment aux étudiants, au point d'en être une pression pour certains. Illustration dans ce reportage de Mamadou Ndiaye. Il s'est rendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le bois sacré, l'un des endroits les plus fréquentés par les étudiants. Une place nichée à quelques mètres de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un espace de révision pour les étudiants. Cet étudiant en licence 3 avoue une pression venant des proches face à l'obligation de réussir à tout prix, alors que la réalité est différente. C'est une pression dont on vit presque chaque jour ici à la fac. Pour les parents, peut-être ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Après le bac, parce que après le bac, tu as déjà ton bac, tu dois travailler, tu dois commencer à gérer certains problèmes de la famille. Mais malheureusement, ici, une fois, il y a un système qui est là, donc c'est un cursus, donc tu dois commencer. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Cette pression sociale n'est pas qu'un fardeau. Cet étudiant liste les cascades de conséquences que cela peut occasionner. C'est la société qui pousse aux gens d'abandonner ou bien de faire certaines choses qu'ils n'ont pas voulu. Comme par exemple, il y a un ami qui voulait se marier, mais ses parents n'aiment pas qu'il se marie. Les parents, eux, ils croient comme auparavant. Ils croient que, comme par exemple, quand tu as ton bac, tu as tout, tu n'as rien perdu. Alors qu'il y a beaucoup de choses ou bien des réalités qui sont au fac.
Les charges de la société qui pèsent sur la jeunesse vont au-delà de l'obligation de réussir. Certains mettent la pression sur les jeunes célibataires pour s'engager dans les liens du mariage. Un état de fait que déplore cette jeune étudiante d'une vingtaine d'années. Je pense que c'est une mauvaise chose dans le sens où on ne doit pas forcer ou obliger une personne à se marier parce que le mariage, ce n'est pas pour un jour ni pour une semaine. C'est quand même pour la vie. Il faut prendre le temps de savoir la personne avec qui on est, de prendre le temps de mieux connaître la personne et de bien choisir la personne aussi parce que c'est très important. De même que pour les études. La société formate l'être humain, la famille demeure le milieu de socialisation idoine pour construire et éduquer l'individu. Aussi bien, la société et la famille peuvent avoir une dimension contraignante sur la jeunesse, ce qui peut se traduire par des comportements irrationnels. D'abord apprenti chauffeur, il est devenu chauffeur. Le portrait du jour s'intéresse à Daouda Diaw, un conducteur de car rapide, immersion dans le monde des cars multicolores où la discorde semble élire domicile entre usagers et ou apprentis. Abdourahmane Li. Dans l'univers des cars rapides ou Ndiaga Ndiaye, deux personnes essentielles, le chauffeur et l'apprenti. Daouda Diaw a exercé les deux métiers. Aujourd'hui, il est devenu chauffeur après une formation réussie. Il dit avoir embrassé ce métier dès l'âge de 13 ans. Aujourd'hui mature et chauffeur, il se souvient de l'époque où il était apprenti. Les embrouilles avec les clients. Nous considérons que seuls nos parents nous aiment sur terre. Les clients ne respectent pas les apprentis. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils nous traitent de moins que rien. Je ne peux pas comprendre cela. Ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes, car ils montent à bord de nos cars. C'est aberrant à mon sens. Beaucoup pensent que c'est un métier exercé par des bandits. Tel n'est pas le cas. Des trajets improvisés, parfois des clients à qui il refusait de rendre la monnaie, les quelques causes de discorde entre clients et apprentis. Si par exemple le car quitte Koloban pour Grand Yoff, l'apprenti, s'il le souhaite, peut dire que le car s'arrête à Castor. Les clients donneront chacun 100 francs. Une fois arrivé là-bas, il faut descendre tout le monde et c'est un autre nombre qui monte à bord. Malheureusement, c'est ce que les clients ne peuvent pas supporter. Bienvenue dans le monde des cars rapides. Un métier pénible mais qui paye bien, dévoile Daouda, jusqu'à l'apparition de la pandémie à l'origine de mesures restrictives qui ont causé un joli trou à leur bourse. Nous ne pouvons plus travailler jusqu'à minuit. Si le terminus est censé être Guédiawaye ou Rufisque, nous sommes obligés de terminer très tôt, c'est-à-dire vers 19h. Parfois également, il y a les embouteillages qui ne nous facilitent pas la tâche. Ce qui crée un chômage technique du côté de certains chauffeurs, c'est d'ailleurs ce que Daouda Diaw décrit. Un bon jour, le propriétaire d'un car peut se réveiller et vous demander d'arrêter. Ce n'est pas normal. Nous aimerions avoir une aide dans ce sens. Un métier qu'il a hérité de son oncle. Un amour pour ce métier qu'il a tant rêvé d'exercer jeune. Un rêve qui devient en réalité un cauchemar au vu des nombreuses difficultés qu'il dit rencontrer. Couvre-feu, être chez soi à 17h ou 18h, on a du mal à s'y conformer. Tel est l'intitulé du reportage réalisé par Ablaye Gadiagassar, journaliste à l'Observateur. Notre confrère s'est rendu au marché Tilène et au rond-point Sam pour constater les difficultés que rencontrent les usagers et les commerçants qui font tout pour éviter les embouteillages et rentrer tôt avant 21h. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall signent la rubrique article de la semaine. Regardez. Couvre-feu à Dakar et à Thiès, toujours maintenu. La galère se poursuit. Dans la capitale, beaucoup d'usagers rencontrés par mon confrère de l'Observateur sont obligés d'écourter leurs activités bien avant même 21h, l'heure fatidique. J'ai
fait ce reportage après avoir fait un constat sur la situation actuelle des populations à cause du couvre-feu. On a constaté que depuis le démarrage, depuis l'annonce du couvre-feu, les gens ont du mal à rentrer chez eux avec le manque de moyens de transport. Et cela est dû par le fait que les gens rentrent tous la même heure. Si vous voyez, il y a certains qui avaient l'habitude de rentrer chez eux à 21h ou 22h, surtout le secteur informel. Ceux-là qui avaient l'habitude de travailler jusqu'à 21h ou 22h, ils sont obligés maintenant de s'arranger à être chez eux avant 21h. Après constat, on a vu que c'était un peu difficile pour eux. Et ça crée d'habitude davantage des embouteillages monstres et des rassemblements sur les arrêts de bus, sur les garages. On a vu que cette mesure, au lieu de lutter contre la propagation du coronavirus, on voit que ça encourage vraiment la contamination. Être chez soi à 17 ou 18 heures est devenu une aubaine. Moment opportun pour certains pères de famille de discuter tranquillement avec leurs enfants qui d'habitude n'avaient pas cette opportunité. À 17h, à 18h, c'est pour ne pas être surpris par le couvre-feu. Parce qu'il y a des embouteillages. Pour échapper au couvre-feu, à l'heure du démarrage du couvre-feu, certains préfèrent quitter tôt leur lieu de travail pour un peu éviter les embouteillages. Parce qu'à Dakar, quand il n'y a pas le couvre-feu, il y a toujours des embouteillages, il y a des bouchons de partout. Maintenant, quand il y a le couvre-feu, tout le monde est obligé de rentrer à la même heure. Dans ce cas, les embouteillages deviennent de plus en plus monstres. Et pour échapper à ces difficultés, on préfère rentrer très tôt à 17h, 18h. Parce que là, actuellement, c'est vers au-delà de 18h, 19h. Les routes sont bloquées. Un tour au marché Tilène et au rond-point Abass Ndao, communément appelé Sam, montre à quel point qu'il y a un grand chamboulement, un coup dur pour le secteur informel. J'ai ciblé des commerçants parce que, comme je l'ai dit, ils font partie du secteur informel. Le couvre-feu impacte plus les gens qui font le commerce parce qu'ils n'ont pas d'heure de descente. Et d'habitude, ils travaillent jusqu'à 21h ou 22h. Et avec le couvre-feu, ce n'est plus possible. Et ils sont obligés de ranger leurs bagages à 17h. Il y a même ceux qui rangent leurs bagages à 16h30 pour rentrer dans la banlieue, surtout quand on habite loin. Être chez soi à 17 ou 18 heures est un véritable casse-tête, une pilule difficile à avaler. Il y a des conséquences pour les commerçants parce que il y a ceux-là qui recevaient la plupart de leurs clients à 21h, 22h, après leur descente, après le travail. Certains vont au marché à 21h, 22h, comme ça, pour faire leur course, quoi. Mais avec le couvre-feu, ce n'est plus possible. Et ce n'est pas l'avantage des commerçants. Mais ça arrange un peu les femmes au foyer. Oui, et certains parents qui n'avaient pas la chance d'être avec leurs enfants, de passer du temps avec la famille. Maintenant, avec le couvre-feu, ils rentrent tôt, ils passent un peu de temps avec la famille et tout ça, quoi. C'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous dis à demain.